Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Boulot, le podcast qui explore notre relation au travail. Qu'est-ce que le travail pour vous? Une activité rémunératrice? Un moyen d'épanouissement? Ou un engagement social? Une corvée peut-être? On parlera de thèmes comme l'équilibre entre vie pro et vie perso, le rapport à l'environnement de travail et bien d'autres questions qui nous touchent toutes et tous. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute! Au boulot! Salut Manon, comment ça va? Salut, très bien et toi? Super, super. Manon, tu es avec nous ce soir, tu vas nous raconter, comme un peu tout le monde, ta relation au travail, ton parcours pro, là où ça va être probablement un peu plus original ou en tout cas différent de ce que les autres ont pu raconter, c'est que tu as pas mal d'expérience à l'étranger. Je te laisse, comme tout le monde, je te laisse nous raconter un petit peu ton parcours pro, d'où tu viens, où est-ce que tu es allé, dans quel sens. Salut Doud et salut tout le monde. Alors, moi j'ai commencé, je viens de France, j'ai fait mes études en France, je ne suis pas partie pendant mes études et donc après une première année, d'expérience, j'ai décidé de partir à l'étranger. Alors, juste pour situer pour tout le monde, avant de partir, est-ce que tu peux nous dire juste quel genre d'études tu as fait, le nombre d'années au moins, et globalement dans quel secteur? Oui, alors j'ai fait une école d'ingénieur, mécanique, thermodynamique pour, ceux qui connaîtront. Donc j'ai fait ma première année, de travail vraiment dans mon secteur, en France et lorsque je suis partie à l'étranger, à Hong Kong, l'idée c'était vraiment d'avoir une expérience à l'étranger. Pour 1 an, allez peut-être 2 et en fait une fois sur place, donc après, avoir démissionné, vraiment partie avec, les économies, de tout début de vie active, bah, c'était très important de trouver un travail très vite, histoire d'avoir un visa de travail et de pouvoir rester légalement dans le pays, Ouais, parce que j'imagine que tu as l'histoire du visa, tu arrives et puis en fait, en visa de comme touriste. tu pas de travail avant, tu pas d'entreprise avant, tu es en visa touriste, c'est ça? Voilà, donc 3 mois top chrono pour pouvoir trouver quelque chose Ok. et donc au début, je pensais vraiment pouvoir, trouver dans ma filière, parce que j'ai vu qu'il y avait, quelques usines, voilà, qui pouvaient correspondre, à mon domaine. Sauf que le bac+5, c'est pas forcément quelque chose auquel ils sont habitués. Pas habitué dans le sens où il y a pas autant de monde qu'à ce genre de profil ou juste pas attaché? Oui, c'est plutôt en général, c'est plutôt du bac+3. Ok. Voilà, donc ils avaient un petit peu de mal à comprendre mon profil et j'étais en concurrence avec, des jeunes, qui vivent encore chez leurs parents et voilà, le système là-bas, c'est quand tu débutes ta carrière, tu as généralement des salaires, très bas, qui te permettent pas de vivre en autonomie, mais c'est pour ça que les jeunes encore vivent, chez leurs parents, sauf que, bah, moi, ce n'était pas le cas, donc il fallait que je puisse pouvoir payer un loyer et cetera. Ok, puis avec une seule année d'expérience à ton actif, tu peux pas non plus commencer à demander des postes de senior avec des salaires plus élevés. C'est ça qui est compliqué, j'imagine. Et puis en tant que bac+5, je demandais quand même un peu plus que, quelqu'un qui était bac+3. Ouais. Bon, bien que, je trouve qu'un bac+3 avec 2 ans d'expérience, n'est pas forcément moins bon qu'un bac+5. Mais voilà, donc il fallait bien que je trouve du travail, donc j'ai fini par trouver quelque chose en utilisant le réseau, français. Et j'ai atterri dans quelque chose qui n'était, pas mon domaine. Donc au lieu de passer, vraiment d'un process, ingénierie où où on crée vraiment des choses matérielles, je suis passée à une société, de services. Voilà, donc il y a quand même un besoin de réflexion un peu scientifique, c'était pour manipuler des données. Mais bon, l'objet, du métier était quand même bien éloigné de ce que je faisais. Quand j'ai pris le poste, pour moi, c'était vraiment histoire d'avoir un visa de travail. Je me suis dit: «Bon, je me donne 6 mois, pour retrouver quelque chose qui correspond plus, à mon domaine initial». Ok. Parce que du coup, tu étais moins dans un domaine d'activité où l'entreprise fait de la manufacture de peu importe, hein, de pièces, de moteurs, je dis n'importe quoi, de bateaux, d'avions, de trains, de wagons. Du coup, quand tu dis que tu étais société de service, c'est l'industrie dans laquelle toi, t'apportais ton service, c'était quoi? Dans l'industrie, bancaire. Oui, ok, donc effectivement, c'est plus vraiment le même genre de secteur d'activité. Ok. Et c'est vrai que, enfin, pour moi, c'était un peu, inattendu, au début. Enfin, voilà, quand je faisais mes études,
J'étais toujours dans l'optique de je voulais créer des choses cool et bon voilà, la banque c'est pas du tout ça et enfin en tout cas c'est pas du tout la même approche. Je m'étais même posé la question de faire de la recherche et cetera, et bon finalement j'ai débarqué, là-dedans. Donc au début je m'étais dit l'optique, 6 mois, juste de pouvoir, logistiquement rester, dans le pays, de avoir une petite rentrée d'argent et de me laisser de regarder à côté. Au bout de 6 mois, tu sécurises ton visa, il y a quelque chose qui te laisse un peu de marge après pour continuer à chercher autre chose ou? Non, 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 ton droit de rester dans le pays est vraiment lié à ton visa de travail, donc dès le moment où, ton travail se finit, tu as, je sais plus, si c'était 1 mois, 3 mois, pour quitter le pays. OK, donc dans l'idée, tu te donnes 6 mois, mais tu te dis: «Je vais finir par rechercher un autre emploi en même temps que je suis en poste». Ouais, voilà. OK. Et puis, bah, finalement, j'y suis restée, plusieurs années. Je me suis un peu pris, au jeu, donc il y avait pas de construction matérielle, mais il y avait quand même un aspect, de compréhension, de recherche, d'analyse, investigation, enfin voilà, il y avait quand même de quoi, utiliser sa matière grise, des collègues sympas. Bon voilà, après j'avais pas trop de vraiment de perspective de carrière. Voilà, disons que le poste, que j'ai eu et où ils m'ont fait évoluer, était intéressant. Donc après, je savais pas trop exactement où aller après, mais en tout cas, ça me convenait, OK. j'apprenais des choses, j'ai trouvé un intérêt, je voyais que j'apprenais, que je servais à quelque chose et ça m'allait. Du coup, tu es resté combien de temps à peu près? Heu, 4 ou 5 ans, je sais plus exactement. Tout à l'heure, tu disais le plan quand tu es parti de France, c'était vraiment partir pour partir? Donc voir autre chose, j'imagine? Non, c'était 1 ou 2 ans et puis enfin oui, voilà, Ouais, partir. c'est ça, je dis partir pour partir, mais c'était plus dans le sens, partir pour voir autre chose, te faire une expérience ailleurs, avec l'idée de revenir, c'est ça, dans 1 ou 2 ans. Puis là, tu dis que finalement, tu es resté 3 ou 4 ans. Comment les plans, ils ont changé? Comment tu te voyais à ce moment-là? En fait, ça s'est fait un peu tout seul, c'est que je pense que c'est avant de partir, on avait, parce que je suis partie, directement, j'étais déjà avec mon compagnon. Voilà, on se sentait bien en France, on avait juste, voulu avoir cette opportunité de, voir comment ça se passe ailleurs, de l'expérimenter, mais voilà, on se sentait bien en France, on avait nos amis, notre famille, on voyait pas de raison de partir. Enfin, on n'avait pas une envie de forcément s'éloigner de la France. Voilà, on avait envie d'un petit quelque chose en plus, mais aucune raison de ne pas revenir, quoi. Ouais, c'était pour la découverte et l'expérience, c'était pas pour fuir, quoi. C'est pas pour fuir, exactement. Et puis, bah, finalement, voilà, on s'est bien plu, il y avait des choses intéressantes à faire, les voyages, c'était extraordinaire, donc finalement, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas rester un peu plus longtemps?» Du coup, là, vous êtes à 3 4 ans sur place et vous vous dites: «On va rester encore un petit peu» ou vous recommencez à réfléchir à d'autres plans? Ouais, ça faisait 4 5 ans sur place et c'est surtout de mon côté où je commençais à avoir l'impression d'avoir, un peu fait le tour. Ça devenait un peu, j'avais pas mal de pression, au travail et puis j'ai un peu tendance aussi à me mettre, la pression toute seule. Enfin voilà, j'avais l'impression de commencer à tourner en rond, de plus apprendre grand-chose, une certaine lassitude aussi, de Hong Kong, voilà, encore besoin d'un air frais et donc se poser la question: «Est-ce que c'est un air frais seulement d'un autre boulot ou si c'est aussi quelque chose un peu plus personnel?» Et d'aller expérimenter autre chose, au-delà de juste le travail. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire une petite pause voyage. Donc à la base, c'était aussi de s'installer, dans un nouveau pays. Donc pareil, on a démissionné, on est parti avec nos valises, qui ont commencé à s'agrandir un petit peu. Et finalement, voilà, une fois sur place, au bout de 3 mois de recherche, les opportunités qui arrivaient vers nous, enfin qu'on arrivait à trouver correspondait pas vraiment à ce qu'on voulait pour, s'installer sur du long terme parce que là, par contre, on se disait au moins 5 ans. OK, là, vous étiez parti plus sur quelque chose de tout de suite long terme. OK. Ouais et voilà, bon là, enfin, du coup, les opportunités professionnelles ne correspondaient pas vraiment à ce qu'on souhaitait, donc au bout de 3 mois, on s'est dit: «Bon, bah, tant pis, c'est pas grave», et on est parti voyager, en road trip, sur, tr les 3 mois suivants. Donc ça fait un total de 6 mois, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc pendant cette partie voyage, ça nous a permis aussi de se reposer les questions sur, ce qu'on voulait pour la suite et surtout mon compagnon, avait vraiment très envie de travailler. J'étais un petit peu moins pressée,
Mais bon, voilà, et d'avoir un travail, intéressant, challengeant, permettre de relever des défis et qui soit pas juste, un travail nourricier, on va dire. Ouais, vraiment à la recherche d'un truc stimulant et pas juste d'une obligation administrative pour avoir un visa et un salaire, quoi. Donc ça, c'était un besoin encore plus fort, de son côté. Moi, j'étais bien aussi en voyage. Et voilà, donc du coup, c'est lui un peu qui, regardait les opportunités qu'il pouvait y avoir, de son côté. Donc on avait différentes options, notamment retourner à Hong Kong, aller dans un autre pays, revenir en France, et finalement, pour des questions aussi de qualité de vie, notamment au travail, l'option de retourner à Hong Kong nous a paru, pas si mal que ça. Donc c'était vraiment pas évident au début parce que, bah, comme on était partis, notamment parce que j'en avais un petit, ras-le-bol de mon côté. Ouais, de te dire tu reviens finalement là-dedans. Ouais, voilà. On se posait un peu la question de comment ça allait se passer, et bon, l'opportunité professionnelle pour lui était vraiment intéressante, voilà. Donc on s'est dit, «On y retourne». Du coup, à ce moment-là, vous y retournez. Lui, il a déjà un boulot, en fait, un contrat qu'il a signé, probablement, ou en tout cas une opportunité qu'il va signer. Toi, par contre, tu repars un peu dans le même état que la première fois, c'est-à-dire que tu rentres et il faut que tu recherches un emploi, que tu trouves quelque chose. Tout à fait. Donc pareil, 3 mois top chrono. Ah oui, parce que du coup, oui, effectivement. Alors j'imagine que si... Alors ça doit être lié aussi à comment vous êtes, vous, en tant que couple. Vous étiez pas mariés à l'époque, peut-être? Est-ce que ça aurait changé quelque chose si vous aviez été mariés au niveau du visa? Alors si tu es marié, oui, c'est plus facile. Si tu pas marié, tu peux quand même faire des démarches en plus, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut aussi le sponsoring de l'entreprise, et cetera. Donc si je trouvais vraiment pas, c'est quelque chose qu'on aurait pu, qu'on aurait demandé. Mais enfin voilà, c'était des procédures administratives, en plus, et si on pouvait se les éviter, donc en vrai, oui, c'est vrai que je dis 3 mois top chrono, mais T'as quand même un peu le stress de dire faut que je trouve quelque chose. ouais, bah, ça de toute façon quand on est à l'étranger, ça reste toujours le cas parce que même quand tu as un travail, même si tu es en CDI, faut que ton visa de travail soit renouvelé, et voilà, les règles se durcissant, et cetera, à chaque fois que tu as un renouvellement, quand même tu te poses la question, est-ce que ça va être bon ou pas? Ok, parce que même quand t'es en poste, t'as une chance ou une malchance, entre guillemets, de ne pas te faire renouveler ton visa pour une question peut-être de changement de législation, de quota pour l'entreprise ou peu importe. Non, ouais, il y a des questions de quotas, il y a des questions de salaire, des salaires qui étaient demandés de plus en plus haut, et puis les quotas, oui, c'est les quotas, non seulement d'étrangers, mais aussi de nationalités. Comme, on était dans des boîtes, françaises, bah, ils essayaient de limiter quand même le nombre de Français qui pouvaient embaucher. Je reviens très rapidement en arrière. Tout à l'heure, tu disais vous avez fait le choix de revenir à Hong Kong pour des questions notamment de qualité de travail. Ouais. Je ne sais plus comment tu l'as tourné, tu as parlé de qualité de vie au travail, je pense. Quand tu parles de ça, tu parles de quoi? Tu parles de l'ambiance, la culture de manière générale, tu parles du nombre d'heures, des vacances, des salaires, de plein d'autres choses? Bah, je parlais, alors après ça va dépendre des boîtes, hein, parce que du coup on savait dans quelle boîte, mon conjoint irait. Ok. Et on savait les réputations qu'elles avaient, enfin du coup à Hong Kong on connaissait déjà, et les autres opportunités qu'on lui proposait, on savait que c'était des endroits, avec, beaucoup d'heures de travail, beaucoup de stress, enfin encore plus Ouais, ok. qu'à Hong Kong. Et à Hong Kong, voilà, il connaissait déjà aussi les collaborateurs parce qu'il était reparti, dans la même société. Donc il y avait quand même un esprit, bon enfant malgré le travail autour, qu'on savait présent. Ok, donc c'était majoritairement par rapport à sa réalité, de son opportunité à lui, c'est pas forcément une généralité dans le pays. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ok, donc j'ai fait la petite parenthèse pour resituer le contexte. Toi, tu es dans cette situation où tu as tes 3 mois avec des options derrière pour prolonger, mais tu as cette espèce d'épée de Damoclès de 3 mois et de visa de travail pour chercher un emploi. Ouais. Qu'est-ce que tu en fais? Bah, je cherche un emploi. Donc ça marche beaucoup au réseau, du coup, c'est vraiment sur, LinkedIn, mettre mon profil à jour, contacter les personnes, enfin voilà, c'est pas tellement, il y a un petit peu de répondre aux offres, mais c'est surtout, de contacter les gens, qui semblent avoir des profils intéressants pour nous. Si on voit une offre sur internet, c'est pas seulement de postuler à l'offre, mais c'est aussi d'essayer de contacter des gens dans l'entreprise ou des gens qui connaissent qu'eux, ou, enfin voilà, c'est vraiment de marcher par réseau, d'essayer de contacter les gens. Ok.
Donc il y a beaucoup de petits cafés, avec, voilà, des gens qui sont pas forcément RH, hein, plutôt les gens dans les équipes qui nous intéresseraient. Voilà et donc comme ça, j'ai réussi à trouver un travail, toujours dans le bancaire, autre, société française aussi, Du coup, tu es directement dans la banque ou tu es toujours via une société de service? directement dans la banque. Ok, Niveau timing, ouais, j'étais juste par rapport aux 3 mois, le temps que la demande de visa se fasse et cetera. ok. Donc j'ai dû sortir du pays, pour ne pas me faire, rejeter à vie. Je fais une aparté, est-ce qu'ils appellent ça le tour du poteau aussi à Hong Kong? Ah, j'ai jamais entendu cette expression. Juste pour l'anecdote, parce que c'est quand même drôle. Au Canada, il y a exactement la même chose, hein. Tu veux prolonger ton visa ou tu as besoin pour une histoire de papier de sortir et de rentrer dans le pays. Le plus simple, c'est de faire ce que les Québécois appellent le tour du poteau. C'est pas tellement les Québécois, c'est plus les étrangers qui vivent au Québec, les Français souvent. Tu passes la frontière aux États-Unis et puis tu fais demi-tour et tu la repasses directement dans l'autre sens. Et puis voilà, t'es sorti, t'es rentré du pays, tu peux renouveler tes papiers et puis faire la démarche. Ils appellent ça faire le tour du poteau parce que bah, tu prends le poteau puis tu en fais le tour, tout simplement. Ils sont un peu plus stricts que ça, je suis pas sûre que ça marche, enfin voilà, on était un peu stressés quand même parce que niveau sécurité, police, tout ça, c'est pas la même chose qu'en France, c'est plus surveillé, l'immigration, c'est quand même assez, strict. Ouais, ok. Du coup, on voulait pas s'amuser, à pouvoir, qu'ils puissent nous dire quelque chose, donc voilà, j'ai vraiment pris plusieurs jours de vacances Ok. et je suis revenue sur le territoire une fois que j'avais la bonne nouvelle, de mon visa approuvé. Et là, t'es partie toute seule ou t'es partie avec ton conjoint? Ouais, je suis partie toute seule, bah, lui, il travaillait, hein. Ouais, bah oui, c'est pour ça que je posais la question, ouais. Ah ouais, c'était sympa du coup, hein, j'ai apprécié, le petit voyage solo. Toi qui voulais voyager pendant que lui voulait retourner travailler, tu vois, t'as eu ton petit rab. Gagnant-gagnant. Ok, donc tu commences ce nouveau poste dans le bancaire, toujours. Ouais, toujours. Donc des fonctions, assez similaires. Là, j'y suis restée 5 ans, toujours dans la même équipe, mais avec quand même, des changements de projet, changements de sujets qui permettent un peu de renouveler, ouais, certains des interlocuteurs que tu peux avoir, et puis voilà, de pas toujours faire la même chose quoi, de se plonger dans des nouveaux sujets et que ça reste, intéressant. Ok, Et après ces 5 ans, bah, là, c'était encore une décision, vraiment personnelle, hein. À chaque fois qu'on a changé de pays, c'était, des décisions personnelles et on voyait comment le travail pouvait nous aider pour accomplir, ces envies-là. Voilà, donc le temps passe, on vieillit, on a des enfants, on souhaitait se rapprocher de la famille. ok, Donc là, on a initié un retour en Europe, ok, voilà, qui a été, drivé, du côté de mon conjoint qui a eu, la chance d'avoir, un transfert, en interne. Ce qui veut dire qu'on a eu de l'aide aussi pour, l'arrivée, en Europe et puis, le déménagement et cetera. Donc une aide administrative et puis, un petit peu financière au début aussi. Du coup, lui, il était dans une boîte française à Hong Kong. Ouais, Là, tu parles de transfert et de retour en Europe. Vous êtes rentré en France ou vous êtes rentré ailleurs? ailleurs, pas loin de la France, mais on n'était pas encore très prêts, à faire un retour définitif en France. Ok, donc c'était vous qui avez fait le choix de ne pas rentrer tout de suite en France directement. Ouais, C'était pas drivé par rapport à un manque d'opportunités ou de possibilités plus ouais. simples. Ok, d'accord. Bah, surtout qu'un retour en France, ça voulait dire un retour à Paris et ça, c'est quelque chose, dont on n'avait pas du tout envie. Paris, ça nous semble une, ville très chouette, quand tu es jeune, sans enfants et cetera. Bon, après, on a des copains qui y sont toujours, hein, mais voilà, c'est pas quelque chose dont on avait envie, les transports, la grisaille, tout ça. On n'était pas du tout prêts à ça. Les pauvres Parisiens qui écoutent. Ouais, Ah, il en faut pour tout le monde. exactement. Ok, donc vous arrivez dans un autre pays européen, plus proche, automatiquement, puisque Hong Kong, c'est quand même à l'autre bout du monde. Bah, oui, beaucoup plus proche, hein. Plus de décalage horaire, tout ça. Ça change, quand même, la vie. Ouais, pour communiquer avec la famille et les proches, j'imagine qu'au quotidien, ça change pas mal de choses. Ouais. Ouais. Par contre, voilà, donc niveau travail, un nouveau défi, pas forcément facile, pour mon conjoint comme on le savait dès le début. Moi, du coup, comme c'est, en Europe, j'avais plus de questions de stress par rapport au visa. Ouais, c'est Schengen, tu peux rester autant de temps que tu veux, en fait. Ouais. Ok. J'avais envie quand même de retrouver, un emploi, que ce soit, financièrement, mais pas que. Ok. Voilà, j'avais besoin d'une activité, aussi ça aide à l'intégration, sociale et puis, voilà, avoir le besoin de savoir qu'on sert à quelque chose Ok. et j'aime bien aussi avoir mon travail qui est reconnu, par les gens de l'équipe. Ok.
Voilà, donc là, bon, en Europe, voilà, nos boîtes, françaises, sont d'autant plus présentes. Donc, voilà, j'ai pu aussi retrouver, un emploi toujours, dans la société où j'étais. Donc française, toi aussi? Ouais. Par contre, là, j'ai changé, légèrement. Donc j'étais toujours sur, les mêmes, fonctions. Donc les sujets de fond, on va dire, étaient liés par rapport à ce que je faisais avant. Mais par contre, les tâches que je faisais au quotidien variaient un peu plus et j'ai eu, beaucoup plus de pression. J'étais aussi, enfin, il y avait moins de présence, managériale qui était, à l'étranger. Mon manager, fonctionnel était en France, donc c'était, un peu plus compliqué, à gérer. Ok, quand tu dis moins de présence managériale, c'est moins de présence managériale localement là où toi t'es. Ouais, Et du coup, c'est la communication qui est plus compliquée parce que ouais, la hiérarchie et le management sont plus éloignés. ouais. Du coup, tu les vois plus, à côté de toi, enfin, tu sais pas quand ils sont au bureau ou pas. Bon, après sur Teams, tu vois les petites pastiques vertes ou pas, mais elles sont très rarement vertes. Et voilà, donc d'essayer d'avoir la disponibilité de son manager est beaucoup plus compliqué. C'est déjà compliqué pour les gens de l'équipe qui étaient, sur place, d'autant plus compliqué en étant, à distance. Bon, ça avait, ses avantages et ses désavantages parce que j'imagine aussi que la pression parisienne, du coup, était peut-être un peu moins ressentie à distance que sur place. T'es pas sur le front, entre guillemets. Voilà. Mais voilà, les sujets étaient, beaucoup de pression, on nous demandait beaucoup. Je sais que de mon côté aussi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai une tendance à me mettre, la pression toute seule, un peu trop tendance à dire oui aussi. Donc petit aparté Ok. sur la relation au travail, je pense qu'il y a aussi du travail sur soi. Je pense qu'on est, facilement à se plaindre, de l'environnement, donc je dis pas qu'il faut tout accepter. Mais il faut aussi être conscient de ses propres, axes d'amélioration et donc notamment de voilà, savoir dire stop, savoir mettre ses limites, comme avec les enfants. Enfin voilà, il y a aussi, dans mon cas en tout cas, j'ai un travail sur moi aussi à faire pour, savoir dire stop et éviter la surqualité et voilà, oser s'affirmer, auprès de la hiérarchie. À quel point tu penses qu'il y a nécessairement une part à faire individuellement? Je ne remets pas du tout ça en cause. Je pense que c'est un travail au quotidien, puis c'est l'histoire de toute une vie. Mais à quel point tu penses qu'il y a malgré tout un rôle et une responsabilité du management et de la hiérarchie pour essayer de voir les personnes qui sont dans son équipe ou sous sa responsabilité, s'il y a justement un souci de surcharge ou quoi que ce soit, et d'essayer justement d'aider la personne soit à mieux gérer sa charge, soit à mieux savoir exprimer le souci qu'il y a avec sa charge. Alors, je pense que dans un monde idéal, c'est le manager, qui doit s'en occuper. Enfin, je pense que c'est censé être dans ses fonctions. Après, dans la réalité du terrain, moi, en tout cas, dans mon expérience que j'ai pu observer, c'est plutôt que ce qu'on demandait au manager, c'est de tirer le plus possible, des employés. Donc en gros, tant que ça passe, de pouvoir le demander. Quitte à risquer le burn-out, quoi. Voilà, donc eux, leur objectif, c'est, que l'équipe coûte le moins cher possible, d'accomplir le plus possible. Donc après, ils veulent pas casser l'équipe. Moi, de ce que j'ai vu, c'est que voilà, les managers que j'avais, leur rôle, c'était plutôt d'essayer de pousser, l'équipe, à la limite, sans la dépasser. Mais comme c'est très fin, ça arrive régulièrement que ce soit cassé. Ouais. J'avais eu plusieurs burn-out, d'ailleurs dans l'équipe. Donc dans un monde idéal, ce serait au manager de faire ça. J'ai eu une petite expérience, moi-même en tant que manager et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire et de toute façon j'arrive pas à le faire autrement. Mais toujours est-il que, voilà, dans la réalité du terrain, c'est pas toujours fait. Mon expérience personnelle, vraiment pas souvent fait. Donc du coup, il faut apprendre à se protéger aussi tout seul. Faut pas que compter sur le manager. Donc oui, c'est censé être le rôle du manager, mais ne pas, se reposer uniquement sur lui et savoir prendre de soin de soi. Ok, non mais très intéressant la partie, puis très importante aussi, hein, je pense, de savoir qu'effectivement, il y a une situation idéale et il y a quelque chose qu'on souhaite, mais il y a aussi une réalité factuelle du terrain et il y a des choses à savoir pour s'en protéger, puis pour essayer de mieux vivre au quotidien tout simplement la réalité de ce qui se passe en entreprise. Ouais. Ok, donc toi, tu es là-dedans à ton poste, tu es quand même pas mal sous pression. Est-ce qu'il y a des événements là-dedans qui viennent bousculer des choses? Combien de temps ça dure? Bah, là, pour le coup, dans cette situation, mon conjoint avait un contrat, d'expatrié, donc c'est-à-dire une base de 3 ans et renouvelable 2 fois 1 an, donc 3 ans minimum et après voire 4 ou 5.
Vous avez déjà un plan là-dessus ou vous vous projetez ou on verra quand le timing arrivera? Bah, en vrai, on s'était même projeté plus que ça. Donc on savait qu'il avait un contrat expat, jusqu'à 5 ans si on le souhaitait et puis après avec normalement la possibilité, de passer en contrat local. Donc évidemment avec, un peu moins d'avantages salariales mais après toujours, enfin voilà, de quoi être bien quand même. Donc nous, quand on s'est installés, on s'était dit, 10 ans. Ok, vous aviez vu long terme. Voilà, on avait fait, à peu près 10 ans à Hong Kong et oui, voilà. On voulait acheter une maison, on voulait vraiment s'installer. On n'était pas trop loin de la France, mais on n'était pas à Paris, ça nous semblait un bon compromis, voilà. Ok. Et finalement, Tu parles au passé, donc il y a voilà. clairement des choses et les plans ont été chamboulés. Donc l'intégration, personnelle a été, difficile aussi. Là, tu parles de manière générale dans le pays, tu parles pas dans les postes Ouais, respectifs. Ok. on s'attendait pas forcément, mais la barrière de la langue était plus important que ce à quoi on s'attendait, donc pas au travail, mais dans le quotidien, oui, pour s'intégrer, voilà, dans la vie de tous les jours. Donc on avait appris un petit peu la langue, mais ça restait, basique. On avait été très fatigués par l'arrivée de notre deuxième, J'imagine. qui nous avait aussi vidé toute énergie, tout ça, voilà, donc on avait, C'est pas du tout fatigant l'arrivée d'un enfant. C'est fou. on avait plus d'énergie à dépenser dans notre, intégration sociale et voilà, donc au final, on s'est retrouvés, beaucoup plus isolés. Donc on voyait plus souvent la famille, nous, on allait en France, ils venaient nous voir et cetera. Mais d'un point de vue amitié, on se retrouvait, plus isolés en Europe qu'à Hong Kong où on s'était vraiment fait une bonne bande de copains. Paradoxalement. Ouais. Est-ce que c'est lié, alors j'imagine déjà parce qu'il y a aussi beaucoup de travailleurs immigrés de tous bords à Hong Kong, donc ça doit, j'imagine, beaucoup parler anglais aussi en dehors du travail. Et du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, il y a peut-être plus facilement un lien à créer avec des gens qui partagent cette expérience avec toi. Le Ouais. fait de ne pas être natif du pays. Bah, il y a beaucoup plus d'immigrés, donc oui, de gens qui cherchent une nouvelle famille, en fait, en quelque sorte. Donc voilà, tout le monde arrive seul et tout le monde cherche à ne pas rester seul. Donc effectivement, oui, tout le monde est à la recherche, du contact et puis tout le monde a, voilà, cette approche, de l'exploration, de la découverte, de rencontrer des nouvelles personnes, voilà, donc il y a toute une dynamique effectivement qui se met facilement en place. Alors qu'en Europe, voilà, il y a beaucoup moins de communautés, expatriées et puis, chacun est tellement proche de son pays, qu'ils se sentent pas forcément, voilà, éloignés, d'avoir ce besoin de lien très fort. Alors que nos amis à Hong Kong, on les voyait vraiment tout le temps, quoi, parce qu'on n'avait pas de famille, on n'avait rien, donc ouais, c'était des liens, très forts qu'on a pu créer. Ok, puis j'imagine que peut-être les immigrés que vous avez pu croiser en Europe, si c'était d'autres Européens, ils n'ont pas ce truc d'avoir vécu 10 ans à l'autre bout du monde, et du coup ils partagent pas non plus exactement le même genre de vécu et d'expérience que vous là-dessus, quoi. Ouais et puis, en général, les gens qui étaient là pour très longtemps, c'était, des couples mixtes, ou des gens qui avaient des origines, du pays et du coup, enfin voilà, il y avait pas autant de déracinement, que ce qu'on pouvait voir à Hong Kong, ouais. Donc du coup, tu dis que les plans ont changé, Ouais, il y a de l'isolement. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On se reposait des questions, il y a de l'isolement, on n'a pas réussi, à faire notre projet, immobilier. Aussi parce qu'on se sentait peut-être pas si bien que ça, dans ce pays et donc quand les 3 ans commencent à approcher, bon, on se repose la question de, ce dont on a envie de faire. Est-ce que c'est vraiment rester, ici ou pas? Donc on commence à se renseigner un petit peu, on n'avait toujours pas très envie de rentrer à Paris et en regardant, sur les opportunités dans son groupe, mon conjoint s'aperçoit que, il y a une offre qui pourrait être, intéressante en province, qui correspond, plutôt bien par rapport à l'expérience passée qu'il avait. Ok. Donc voilà, pas un poste aussi important, mais parce qu'en étant à l'étranger, on a pu avoir des bonnes évolutions, vraiment des postes très, je cherche le mot en français, mais challengeants. Stimulant avec beaucoup de responsabilités aussi. Ouais, voilà et donc on était quand même un peu, pas mal sur le boulot quand même, faut l'avouer. Et donc on savait qu'en rentrant en France, en province, ce serait pas, a priori autant. Donc peut-être quelque chose, d'un peu plus facile, mais en même temps qui permet d'être, un peu plus cool aussi. C'était pas forcément le poste de rêve, mais un poste, qui reste, quand même assez intéressant, dans un endroit, qui nous plaît bien en province. Voilà, donc on se dit: «Pourquoi pas?» On explore. Bah, il se trouve que ça a marché. Ça fait combien de temps maintenant que vous y êtes? 1 an. 1 an, ok. Donc là, au bout d'un an,
Le constat, c'est que c'était le bon choix, Ouais, jusqu'à preuve du contraire. voilà, c'est ça, jusqu'à preuve du contraire. Mais on se sent, beaucoup mieux, beaucoup plus intégré, dans la vie quotidienne, enfin voilà, c'est vraiment un changement, le personnel, vraiment aucun regret. Qualité de vie aussi, même si à chaque fois nos déménagements nous amènent, à gagner de moins en moins de sous, on a l'impression de gagner en qualité de vie, donc c'est quelque chose qui nous va. L'un dans l'autre, vous vous y retrouvez aussi, j'imagine. Voilà. On a encore une fois le schéma où c'est ton conjoint qui trouve le poste en premier. Bien évidemment, vous rentrez en France, il n'y a absolument aucune histoire de visa ou de quoi que ce soit. Toi, tu te mets dans quelle position au retour? Tu es tout de suite en train de rechercher quelque chose? Tu prends un peu de temps pour te poser? Comment ça se passe? Alors j'ai commencé à chercher, avant de partir. J'imagine que vous cherchiez à chaque fois tous les deux, c'est juste que lui a trouvé un truc avant et que c'est ça l'élément déclencheur. Ça aurait pu se passer dans l'autre sens. Alors, la première fois qu'on est parti à Hong Kong, on n'avait pas trop cherché avant ni l'un ni l'autre et puis on avait fait un petit stop voyage avant. Après quand on avait rechangé, où ça s'est fini en 6 mois de voyage, pareil, on avait vite fait regarder, mais on n'avait pas encore postulé ni rien. On s'était dit que c'était mieux d'être sur place et puis pour faire jouer LinkedIn, le réseau, tout ça. Donc il y a seulement quand on est revenu à Hong Kong où là effectivement c'était avec une proposition presque en main. Mais là, c'était surtout mon conjoint qui avait cherché, lui qui avait vraiment des opportunités, facilement accessibles. Enfin, pas que c'était facile, mais en tout cas, voilà, via les relations et cetera, Puis tu disais toi-même que c'est un moment où tu n'avais pas spécialement envie de reprendre le travail et que tu étais bien en voyage. ouais, Je peux comprendre que voilà. t'es pas trop forcé à ce moment-là non plus. Et puis lui, c'était un retour, là où il était, alors que moi, j'avais un envie de changement. Donc lui, voilà, c'était juste par rapport au contact qu'il avait déjà et il a retrouvé, voilà, facilement, alors que moi, il fallait vraiment, remettre un peu les grands moyens. Le passage en Europe, c'est un transfert, donc j'imagine que c'est aussi une histoire de facilité d'avoir trouvé l'opportunité. Ouais, mais puis, là, je cherchais aussi un peu, mais, moi, j'avais pas cette opportunité d'être, expat, donc c'était aussi quand même un bon moyen de bouger. J'avais cherché aussi en avance, mais, voilà, ça coïncidait avec, un congé mat, donc du coup, j'étais pas disponible tout de suite et c'était un peu compliqué de chercher, tant à l'avance, que ça. Ok. Donc là, c'était vraiment la première fois où j'étais à fond dans les recherches, même avant de partir et même avant qu'il ait signé et qu'on soit sûr de partir. Et notamment du fait que, un peu plus stressée sur le fait de trouver quelque chose. À quel moment, pardon? Bah, tout du long, enfin, on sait que la localisation où on est, voilà, on est dans une moyenne ville à 1 heure et demie de grande ville. On savait que pour moi, ça paraissait, difficile de trouver, une opportunité, dans notre moyenne ville et que potentiellement il faudrait, trouver quelque chose avec suffisamment de télétravail pour me permettre de, faire 1 heure et demie de route ou train ou je ne sais quoi pour trouver du boulot. Tu te projettes comment, toi, à ce moment-là, en t'imaginant potentiellement faire beaucoup de trajets? Hem, je me dis que ça va pas être si simple que ça. Bon après voilà, c'est toute une, balance de pour et de contre. De se rapprocher, de la famille, de nos amis, que nos enfants aillent, aussi dans une école, française, voilà, qu'on ait, une vie un peu «plus douce» entre guillemets. Donc tout ça, ça nous attirait très fortement. Enfin, c'est pour ça que la décision au début n'était pas si facile. Ça a quand même demandé un temps de réflexion de se dire: «Est-ce que, on est prêts tous les 2 hein?» Parce que ça me fait du trajet à moi, mais ça me fait du temps où je suis pas à la maison, donc ça fait dire pour mon conjoint de gérer les enfants, tout seul aussi, plus. Mais bon, on s'est dit que ça valait le coup et que ce serait peut-être difficile de retrouver une, telle opportunité et donc que si c'était un mal à prendre en patience, bon, bah, voilà. Là, ça nous dérangeait surtout pendant que nos enfants sont encore petits et après une fois qu'ils sont un peu plus autonomes, on se disait: «Bon, ce sera un peu plus, gérable, enfin moins pénalisant pour, la vie de famille». Bon, de toute façon, normalement, si les gens ont bien écouté, tu parles au passé, il s'est passé encore autre Ouais, chose. j'espère qu'ils sont attentifs, hein. Oui, finalement, je suis, en mission, externe, donc j'ai réussi à trouver, dans la ville juste à côté de chez nous. Je suis vraiment contente de ce que je fais, de l'ambiance de travail, par rapport à mon ancien poste, ce qui était vraiment, sous grande pression, avec un objectif, unique de réduction de coûts. Enfin bon, voilà, je me sens nettement mieux, là où je suis aujourd'hui, d'un point de vue travail. J'ai trouvé assez rapidement, au bout de 4 mois, je crois, à peu près. 4 mois après la fin de mon contrat précédent. Après le déménagement.
On a déménagé un peu avant la fin de mon contrat parce que j'avais encore des congés et cetera, OK. voilà. Mais ça reste, une condition assez précaire dans le sens où, je sais que, ils peuvent me donner 1 mois de préavis. Bon, ça se passe bien, donc il y a pas trop de raisons qu'ils me disent, au revoir, de manière, surprenante. Ouais. Mais aujourd'hui, je sais que mon contrat, termine, dans, 4 mois. OK, c'est un contrat à durée déterminée donc. Ouais, bah, c'était 6 mois par 6 mois, donc j'ai déjà fait 6 OK. mois, il me reste encore 4 mois des deuxièmes 6 mois et il y a une potentielle, extension de 3 mois. En tout cas pour vraiment le poste, que j'occupe aujourd'hui. Donc après j'espère, pouvoir quand même trouver dans la même société, même si c'est pas dans la même équipe, mais peut-être dans une autre équipe, voilà, continuer d'autres missions, sachant que la limite légale étant de 3 ans. Donc après, faut quand même que je reste, attentive au marché, on va dire, pour, essayer de trouver quelque chose, plus pérenne. Tu es dans une situation où tu te sens bien, tu es à l'aise, mais à la fois tu as ce truc de savoir qu'il y a une fin Ouais, et d'être obligé de réfléchir à la suite. ouais. Au quotidien, c'est pas trop pesant ça? Bah, ça dépend des moments. Il y a des fois où je suis plus ou moins optimiste. Donc là, j'ai déjà réengagé les discussions déjà pour voir si, peut y avoir, 3 mois supplémentaires, à la suite des 4 mois. Voilà, faire du réseau, c'est pas forcément, ma partie favorite, ni là où j'excelle, mais je me prépare déjà à faire tout ça doucement. Sur, cette question d'insécurité, il y a quand même quelque chose qui est vachement rassurant en France, c'est le chômage. Parce que du coup, alors dans l'autre pays d'Europe, je sais pas comment ça se passait, mais à Hong Kong, j'imagine que ça marche pas du tout de la même manière, aussi bien pour le chômage que L'assurance pour... santé, tout ça, enfin oui, oui, non, les salaires sont très bons, mais il y a aucun, service, de l'État derrière et tout est très cher. Puis en plus, nous, on avait le sujet du visa, donc on savait que si on perdait notre boulot, c'était ciao, quoi. Sauf si on arrivait à retrouver quelque chose, mais enfin bon, c'est tout de suite très, impactant. Ouais, t'es dans une situation de stress très élevée avec une deadline, quoi. T'as pas le choix, quoi. Alors Faut... que là, bon, forcément ça va m'impacter et sur l'humeur aussi et cetera. Enfin, quand je suis en période de recherche de travail, bon après du coup, c'est parce que je suis en attente d'un travail. Je me plais pas au rôle de femme au foyer. Après voilà, si j'avais pas de travail salarié et cetera, je pense que je me lancerais, dans d'autres types de projets. Mais voilà, rester à la maison, sans travail et juste rester à la maison, ça c'est quelque chose, qui me convient pas du tout. Donc j'aurais besoin de trouver une autre forme, de travail. Quand tu dis d'autres types de travail, ça serait quel genre de choses? Bah, du coup là, moi finalement après avoir, testé, le travail dans la ville moyenne et me rendre compte, des trajets que font certains de mes collègues, bah, finalement j'ai pas du tout envie de faire 1 heure et demie de route pour aller, travailler, même si c'est que 2 jours par semaine. Bon voilà, j'explorerai quand même, cette voie-là, mais bon moi j'ai un parcours, à part mon poste actuel, mais bon qui ressemble un petit peu, je suis quand même plutôt habituée au salariat. Disons que j'ai pas trop, un mindset, très entrepreneurial. Moi ça m'intéresse, mais je ne sais pas, quelle idée prendre. Faut avoir, beaucoup de courage, je trouve, pour, sauter le pas et cetera. Voilà, je me dis peut-être aussi que c'est le moment d'être, créatif pour trouver une autre source, d'activité, que ce soit pour avoir un revenu, ou même, pour s'épanouir, professionnellement. Donc tu fermes aucune porte pour l'instant. Après, voilà, pour aller jusqu'au bout de la question, si vraiment, j'avais pas eu, de besoin de rémunération, je pense pas que je resterais, simplement, à la maison comme ça, mais les œuvres caritatives ou enfin voilà, de pouvoir servir la société, être plus utile d'ailleurs, globalement à la société, que ce que je peux faire avec mes postes actuellement. Oula, il y a des questions là-dessous. Ah ouais, bah, comme beaucoup de monde, hein, je pense. Tu t'en as parlé déjà précédemment, tu as dit j'ai besoin de reconnaissance de mon travail, j'ai besoin de me sentir utile. Ouais. Là, tu viens de mettre un point sur quelque chose d'encore différent, c'est de te rendre utile pour la société et pas juste pour une entreprise privée, par exemple. Ouais. Là, tu viens carrément de dire qu'effectivement, tu auras l'impression d'être plus utile pour la société en travaillant pour une œuvre caritative ou quelque chose de ce genre-là, plutôt que ce que tu fais en ce moment. Très clairement, ouais. Est-ce que tu as quand même une forme de stimulation ou de satisfaction dans ce que tu fais, ou est-ce que c'est juste intellectuellement c'est satisfaisant, mais tu as ce sentiment de faire ça pour des raisons qui te conviennent pas? Non, non, j'ai quand même une, forme de satisfaction.
Bon, après, c'est vrai que, bon, voilà, le milieu bancaire, bon, il faut des banques, dans notre société, aussi tout ce qui est énergie renouvelable, tout ça, les associations caritatives ont besoin de financement. Bon, après, on sait tous que, voilà, les banques ne font pas que ça, même si ça a tendance à s'améliorer et que je suis dans les services qui aident à ce que ce s'améliore. Moi, je tire ma satisfaction, on va dire, auprès, de mes collègues, où je vois que, le travail que je produis, apporte quand même des changements concrets pour leur vie au quotidien et que, voilà, s'assurer, que doit détecter la banque pour être une meilleure banque, soit fait. Il y a quand même une satisfaction, du travail bien fait, de voir une amélioration, dans la vie quotidienne, des collègues et cetera. Mais après, quand on prend le temps de faire du recul, on se dit qu'il y a d'autres métiers qui apportent, du mieux à la société en général. Puis qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te lancer dans une reconversion? Je pense, vraiment beaucoup, de courage, de manque d'information, enfin, c'est vraiment, une très grande prise, d'énergie. Parce que changer, je me suis déjà posé la question, changer de secteur et cetera, mais après vraiment, pour faire quoi? Qu'est-ce qui me plairait exactement? Est-ce que, si le but, de la société est noble, mais que derrière ton travail au quotidien n'est pas satisfaisant, au final, où est-ce que je suis le plus heureuse? Je suis pas sûre. Il y aurait une énorme réflexion, à faire, que j'ai essayé d'initier, que j'arrive pas à aboutir et je me trouve pas si mal, là où je suis non plus. Donc j'ai pas un dégoût suffisant, on va dire, pour pouvoir me forcer, à lancer le pas et on veut pas se mentir aussi, le salaire est très convenable, là où je suis et se lancer dans l'inconnu, ça fait peur, hein. Ça joue dans l'équation, comme tu dis déjà, l'inconnu ça fait peur. Et puis, mais en fait, tu as toujours cette équation du je vais faire quelque chose qui, sur le papier, vu de loin, parce que tu l'as jamais essayé, semble être plus en accord avec mes valeurs, mais qu'est-ce que ça va me coûter? Aussi bien financièrement que dans mon quotidien, je le sais pas encore. Du coup, forcément, il y a plein de projections. C'est pas des choses qui se font en claquant des doigts et qui sont faciles à faire. Je peux comprendre les frayeurs, tout à fait. Première question que je pose à tout le monde, c'est pour toi, c'est quoi le travail? Il y a plein de définitions, différentes. Si tu me lis le petit Robert, je coupe au montage. Pour moi, le travail, en tout cas comme je l'ai utilisé, dans ma carrière, déjà c'était un moyen, de pouvoir, assouvir, ses envies, personnelles. Donc que ce soit par des envies de localité, et puis aussi de satisfaction, il y a quand même une source, d'épanouissement nécessaire et évidemment pour, une rémunération. Si, j'avais plus de besoin rémunérateur, je m'orienterais, sur d'autres types de travail. Enfin, du coup, je pense que j'oserais plus essayer, des choses différentes. Voilà, d'aller tester des choses, plus, dans le contact, humain et cetera, voilà, qui a un sens pour la société, socialement, et de voir ce qui convient. Au-delà de ça aussi, il y a tout ce qui est travail, on peut faire simplement pour vivre, hein. Cultiver son potager, éduquer ses enfants et cetera et cetera. Ça demande pas tellement de temps d'éduquer des enfants. Ah, pas du tout. Je creuse un peu plus loin. Pourquoi toi, tu travailles? Pour me sentir utile, enfin, premièrement, dans le sens de mon travail actuel, pour avoir une rémunération, pour me sentir, utile, donc que ce soit, dans la société, dans l'équipe et cetera et une intégration, sociale aussi. Ça recoupe exactement avec ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais quand tu étais à l'étranger de permettre d'avoir du lien social. Tu avais déjà effectivement parlé de reconnaissance du travail, etc. etc. Tu as aussi pas mal parlé de stimulation intellectuelle. On sent dans ta manière de décrire tes postes que c'est important pour toi de pas t'ennuyer, de toujours avoir quelque chose qui te permette en l'occurrence, de réfléchir, de vraiment être dans l'intellect et d'être stimulé par soit de la nouveauté, soit un peu de difficulté une fois de temps en temps, sans tomber non plus dans la pression extrême. Mais est-ce que je tombe juste ou est-ce que je vise à côté? Ouais, ouais, après, alors je sais pas si ça vient avec la sagesse, mais dès que je sens que j'ai un petit peu d'ennui qui commence à arriver, bah, voilà, j'avais des envies de nouveaux pays et cetera, qui sont des changements un peu radicaux quand même. M'ennuyer au travail,
c'est une perspective, qui me plaît pas du tout. Enfin, comment se motiver vraiment à aller au travail? Enfin, bon, bah, c'est la déprime quoi si on s'ennuie. Donc avoir des rythmes plus cool maintenant, tout ça, avec le temps, oui, c'est quelque chose que j'apprécie, très largement. Ouais, mais m'ennuyer au travail, faudrait vraiment que le salaire soit très, très bon, hein. Pourquoi ce travail spécifiquement? Parce que ça correspond, à l'expérience que j'ai pu acquérir. Il y avait quand même des nouveautés et puis, ouais, j'aime bien en fait, la recherche un peu, enfin les dynamiques où il faut, trouver des solutions, comprendre pourquoi ça marche comme ci, comme ça. Est-ce qu'il y a une, meilleure règle à mettre en place? Enfin de comprendre le besoin, des gens et des réglementations d'ailleurs. De les mettre en place, en musique, de les mettre en musique, le mieux possible et puis, enfin, c'est vraiment la notion de projet, que j'aime bien avec, la notion de trouver des solutions. Quand ça marche pas aussi de temps en temps, j'aime bien, faire des petites analyses, «Ah mais c'est pour ça que ça marche pas. Eureka, j'ai compris». La solution au problème. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes le plus et qu'est-ce que t'aimes le moins dans le travail? Que j'aime le moins, heu, j'allais dire quand il y a trop de pression, et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi, un travail sur moi-même, à faire. Je pense que ce que j'aime pas, c'est, plutôt justement le management limite toxique ou qui va vraiment te demander plus, plus, plus et qui va pas voir et ne va pas chercher à avoir les limites, par lui-même. Parce que j'aime bien quand même avoir un petit peu de pression à me dire, L'adrénaline. ouais, ça donne un peu d'adrénaline et puis, même si c'est, partiellement vrai, ça donne un peu l'impression que ce que tu fais est important, tu vois? Enfin, tu vois, s'il faut vraiment que ce soit fait pour ce moment-là, bah, voilà, c'est quelque chose que tu fais qui est important et je pense que, voilà, ça donne un petit coup d'adrénaline et puis, on se dit que ce qu'on fait, ça sert pas à rien non plus. Mais par contre, ouais, du coup, ce que j'aime pas, comme ma nature, j'ai du mal, à dire non, j'ai du mal à me mettre stop par moi-même. Donc disons que quand il y a quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie, d'aller jusqu'au bout, ça m'est déjà arrivé de rallumer mon PC le soir, pour finir, alors que même si personne me Ouais, le demande. Mais moi, j'avais ouais. envie d'aller au bout, que ce soit quelque chose de terminé, de pas être interrompu pendant la journée et cetera. Ce qui me dérange plus, ça va être, si c'est appuyé encore plus par le management avec des demandes un peu, irréalistes, inconsidérées, voilà. Mais par contre, j'ai quand même besoin d'avoir enfin besoin. J'aime bien quand même avoir un petit peu de deadline, un petit peu voilà, donc pas dans l'excès, mais d'avoir des petits défis. Pas trop les pantoufles, quoi. Mmh. Est-ce que t'aimes le plus, du coup? Ce que j'aime le plus, c'est, de voir que ce que je fais, plaît, à mes collègues ou à mes clients. Donc on retombe un peu dans la reconnaissance Ouais, du travail, quoi. c'est très, égocentré, Ok. hein, mais Je sais pas si c'est égocentré ou si c'est, tu vois, à peu près, c'est de la psychologie de comptoir. Je sais pas ce que je dis et je me suis même pas documenté correctement sur le sujet, mais à quel point, tu vois, c'est pas égocentré, c'est plus besoin de reconnaissance. Puis on retombe dans, bah, en fait, on est des animaux sociaux, on a besoin d'être reconnus par nos pairs. Donc où ça s'arrête, où ça commence, à quel point ça devient une mécanique de monde du travail, de justement te pousser à chercher de la reconnaissance, puis du coup on peut t'en tirer encore plus de productivité, tu vois, genre, je sais pas, j'ai pas les réponses à ça, il faudrait que je lise plus de choses. ouais, du coup, résolution de problèmes et reconnaissance, ça, c'est un peu mes 2 drivers, qui me font me lever, C'est marrant parce qu'il y a vraiment les deux, il y a vraiment les deux facettes, il y a la partie intellectuelle, résolution de problème, et il y a la partie sociale, besoin de reconnaissance. T'es vraiment à moitié dans l'intellectuel, à moitié dans l'humain, dans tes deux points. Je trouve ça cool. Ok, on a beaucoup parlé mais on n'a pas creusé le sujet sur la pression, l'équilibre vie pro, vie perso. Tu viens de parler à l'instant de rallumer ton ordinateur le soir. Tu as dit que tu avais 2 enfants, donc forcément, ça vient aussi beaucoup changer la dynamique de vie. Tu as parlé d'équilibre de vie et de choix, de travail, de réflexion, en tout cas, sur si j'ai des trajets, ça veut dire que mon conjoint, il a besoin de plus gérer les enfants. Tout ça pour dire qu'il y a tout un équilibre vie pro, vie perso qui se joue. mmh. Comment tu gères ça, toi, au quotidien? C'est quoi ton regard là-dessus? Moi, mon premier enfant est arrivé, pas longtemps avant le covid. Du coup, le télétravail, que je connaissais pas du tout avant, est vite arrivé un peu en même temps que
les enfants. Et c'est vrai que dès le début, confinement, donc pas de crèche non plus, obligée de travailler, de se relayer avec mon conjoint pour faire à moitié garde, à moitié travail, mais du coup les horaires de travail, même si on avait beaucoup de pauses dans la journée, globalement les journées étaient plus longues. Enfin voilà, c'était tout un rythme différent et ça nous a mis une mauvaise habitude, dès le premier enfant, surtout à moi, de savoir que le PC était accessible, il était là et puis si tu finissais pas dans la journée, c'est pas grave, voilà, tu reprends après. Tu pourras finir cette nuit. Voilà. Donc du coup, d'avoir des enfants, ça m'a permis de vraiment tu un horaire, limite à laquelle de toute façon tu peux pas partir plus tard. Donc je me suis mis, à partir du travail, beaucoup plus tôt qu'avant et ça permet vraiment d'avoir, une pause, surtout quand on était revenu en Europe là où j'avais, énormément de pression et cetera. Ça faisait vraiment une bulle d'air, pour moi, de savoir que voilà, je partais, vraiment parmi les premières du bureau, mais après j'avais vraiment cette pause où, enfin une pause, Coupure. voilà, une coupure. Où vraiment on peut, profiter des enfants, on arrivait quand même, j'arrivais à avoir un temps de jeu, avec eux. Donc oui, après il y a toute la routine du soir à faire quand même, les trajets, la logistique de la maison, les coucher et cetera qui sont, loin d'être simples, n'est-ce pas? Mais voilà, il y avait quand même aussi ces moments de complicité où c'était une vraie coupure et pendant ces moments-là, le travail est complètement, ausculté, où, voilà, on est dans le moment avec les enfants, et je pense que ça m'a beaucoup aidée d'ailleurs dans cette période à pas partir en burn-out. Tu penses que si tu n'avais pas eu tes enfants et que tu n'avais pas eu cette espèce de cadre familial qui te force à avoir un rythme de vie différent, tu aurais pu te laisser glisser puis tomber dans le burn-out en travaillant trop? Ouais, mais en fait, d'avoir des enfants m'a forcée à avoir des limites, j'arrivais pas à m'en mettre pour moi, mais j'arrivais à m'en mettre pour les enfants, quoi. Et là, c'était vraiment pas négociable, quand c'est fini, quoi. Il faut bien les récupérer. Déjà que, Ouais. voilà, ils étaient parmi les enfants qui font quand même, les plus grandes journées, heu, voilà. Et oui, donc heureusement qu'ils étaient là pour que j'arrive, à mettre des limites, par rapport au travail, même si ça voulait dire que, régulièrement le soir, je retravaillais derrière et du coup que ma vie, hors, boulot et maman, il y avait plus grand chose. Mais bon, c'était déjà ça, au moins c'était pas que boulot, boulot, boulot et voilà, il y avait, au moins autre chose. Donc du coup, j'essaie de quand c'est vraiment les vies de famille, que ça reste, des moments familiaux et qu'il y a pas pendant ce temps-là, le PC à côté et cetera. Et là, depuis qu'on est en France, je m'accorde aussi plus de temps. Bah, j'ai repris des activités, personnelles, le soir, de loisirs et aussi d'accorder plus de temps, au couple aussi, qui est tout aussi important que les enfants. Ça aide d'avoir du temps. Du coup, aujourd'hui, tu arrives quand même à mieux gérer ton rapport au temps. Ouais, mais encore une fois, c'était, beaucoup sur moi. Enfin voilà, ça fait partie de ma nature de, vouloir aller, au bout des choses. J'aime beaucoup le travail, enfin bon, bah, je suis, plutôt perfectionniste et donc d'avoir, quelque chose qui est, «bâclé» entre guillemets ou qui est pas parfait, ça me demande vraiment de prendre sur moi pour me dire, «Non, c'est bon, ça suffit, Ouais. on stoppe et on passe, à un autre moment, de vie, quoi». Tu as parlé précédemment du fait que tu as aujourd'hui, une des raisons en tout cas pour laquelle tu t'es pas complètement lancé dans peut-être autre chose, c'est aussi parce que la rémunération est quand même confortable. Ouais, Tu as aussi parlé du fait que tous tes déménagements, en tout cas tes changements de pays, t'ont amené à baisser ton salaire. ouais. La situation spécifique qui fait que tu es parti à Hong Kong, parce qu'après l'Europe, c'est encore un peu différent, il y a des ententes, mais j'imagine qu'il n'y a absolument aucune entente ou aucun lien fait entre le système de retraite français et tout le temps que tu as pu travailler à Hong Kong. Ah oui, non, il y a rien du tout. Voilà, ce qui fait que ça amène à plein de questions liées à l'argent et à la rémunération très différentes de ce qu'on peut avoir quand on est français salarié toute sa vie, par exemple. Ouais. Toi, comment tu gères ça justement? Est-ce que c'est des inquiétudes? Est-ce que comment vous avez géré justement toutes ces comment tu as géré toutes ces questions de rémunération et de tout ce que ça génère derrière en fait par rapport à tes emplois?
Du coup, déjà, on en a été conscient dès le début, donc on n'a pas tout claqué. Voilà, on sait qu'on n'aura pas, une retraite, suffisante, en France, loin de là. Donc on savait qu'on avait besoin de faire des épargnes, S'il y a 10 ans où vous avez pas cotisé, globalement, ça ça fait va être mal. compliqué, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc on en était conscient et donc on a commencé, à faire, de l'épargne, personnelle de notre côté et après c'est vrai que chaque, décision, de changer de pays et je pense que le fait qu'on passe, Europe, avant directement en France, c'était aussi nécessaire, pour, se rendre compte, enfin voilà, qu'il y ait pas un palier non plus trop fort, Ouais. pour que ce soit une approche un peu plus douce. Après, on n'est pas à plaindre, hein, c'est juste, voilà, faut qu'on ait en tête que faut pas, qu'on claque, tout notre argent, qu'on a un effort, d'épargne à faire, par nous-mêmes et là où, pour ma part, c'est un peu plus stressant, là, où on aimerait bien se projeter à faire un achat immobilier et là, pour le coup, c'est un peu plus stressant, parce que ça va représenter quand même une grosse part, de nos économies et c'est vrai que si on se dit: «Ah bah si, là, le marché a tellement augmenté, les gens peuvent plus acheter, si ça redescend, enfin voilà, c'est on sait que la maison qu'on va acheter, c'est aussi en partie notre retraite. Donc il faut qu'il lui arrive rien à cette maison et et qu'il faut qu'elle vaille toujours quelque chose, voilà, faut pas qu'elle parte en feu et il faut qu'elle vaille toujours quelque chose, quand on sera à la retraite. L'approche est différente peut-être avec d'autres personnes qui vont acheter pour tout simplement habiter dedans, sans même réfléchir à la valeur financière du truc dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mmh, Effectivement, là, le calcul n'est pas exactement identique puisqu'il y a cette notion de ne pas avoir la retraite complète en France. ouais. Est-ce qu'il y a une part de frustration de quelque chose ou est-ce que tu t'es déjà en tout cas posé la question du pourquoi toi tu devrais participer au système de retraite et donc payer tes cotisations pour la retraite de nos aînés en ce moment, toi qui travailles, alors que toi quand tu seras plus âgé, clairement vu que tu n'as pas cotisé suffisamment longtemps, tu n'auras pas le droit de la toucher. Bah, non, parce que c'est pas que j'aurais pas le droit d'y toucher, c'est moi qui a souhaité partir, enfin ça me paraît, c'est le jeu, quoi. Après, c'est vrai que si on avait une option peut-être, de faire un truc, de faire le choix de pas cotiser à la retraite, et que cet argent-là, on en fasse ce qu'on veuille, nous pour le placer et cetera, si on l'avait eu, on l'aurait prise. Après, on en était conscient dès le début en rentrant et cetera, donc c'est la règle du jeu. Après, c'est là aussi où c'est un peu différent que par exemple une cotisation chômage, c'est-à-dire que la cotisation chômage, tu cotises pour toi-même, alors que la cotisation retraite, tu cotises pas pour toi-même. C'est le jeu de la solidarité où effectivement les actifs payent pour les retraités, mais c'est pas ce que toi tu as cotisé qui te Mmh. revient dans la poche Ouais. après. Mmh. Tu as parlé tout à l'heure de ton management qui était éloigné quand tu étais en Europe. Tu as parlé aussi du rôle du manager, des managers de manière générale, sur la gestion des équipes pour le moral, pour la productivité, pour toutes ces choses-là. Ton rapport à la hiérarchie dans le monde du travail, il se situe comment? C'est une question bien vaste. Je l'accepte, enfin je suis pas une rebelle, hein, je l'accepte plutôt bien, je comprends que, une entreprise, fonctionne, en mode hiérarchie. Voilà, après je déplore un peu voilà, que le premier er conducteur, le premier indicateur des équipes, tout ça, ce soit, que l'équipe soit le moins chère possible, voilà, donc performance oui, après, à quel prix? Donc je déplore que l'humain soit pas regardé un peu plus que ça, mais je comprends qu'il y ait une hiérarchie, et je pense aussi que la hiérarchie peut, avoir un grand rôle à jouer pour, s'améliorer soi-même. Avec, la notion de feedback, qui est plus ou moins bien faite en fonction des managers. Ok, tu veux dire que des managers qui peuvent justement venir t'expliquer tes points d'amélioration, ce que tu Ouais, fais bien, ce que tu fais moins bien, comment tu pourrais t'améliorer. Ok. ouais. Ok. Qu'est-ce qui te ferait changer de travail? Là, immédiatement, je dirais, une, sécurité de l'emploi.
on te propose autre chose demain, je dis n'importe quoi, hein, un peu plus loin, pas de choses démesurées, mais un petit peu plus loin avec peut-être un salaire un petit peu moins élevé, un travail qui te plaît, qui te stimule, etc. Mais on te dit par contre il y a une sécurité de l'emploi, tu serais prêt à faire le changement. Après ça dépend de où c'est un petit peu plus loin, quoi, mais Non, mais j'ai des proportions raisonnables que tu es mmh, prête à accepter. ouais. Sans donner de chiffres parce que je sais pas où ça se situe trop loin pour toi, Heu, mais disons c'est plus loin, mais c'est dans la limite de ton raisonnable. ouais. Ouais, non, là, clairement, j'aimerais bien, sortir de ce système, 6 mois, 3 mois et puis après on verra et puis, voilà, donc si, un CDI, ça me ferait du bien, voilà, c'est aussi mon habitude, une bonne carrière salariale, auquel je suis habituée et voilà, qui permet d'être en confort et je sais, d'ailleurs qu'en étant en CDI, mes revenus baisseront, encore, hein et si ce que je faisais aujourd'hui était en CDI, ce qui me ferait changer, bah, je pense c'est, si je commence à m'ennuyer. Parce que, bah, si je me sens bien, il y a pas de raison, d'aller voir ailleurs et c'est à partir du moment où je trouve que je tourne un peu en rond, que je vois pas de perspective, d'évolution, mais d'évolution que ce soit, de changement quoi, pas forcément dans la hiérarchie Ouais. et voilà, c'est si je commence à m'ennuyer, c'est là où je chercherai. C'est quoi ta plus grosse peur liée au travail? Bah, moi la retraite, hein. Vu mon cas particulier, c'est ouais, voilà, ouais, c'est vrai que régulièrement, quand même, ça nous arrive de regarder, ah bah, la retraite, tout ça, est-ce que ça l'a fait? Jusqu'à quel âge on va travailler? Qu'est-ce qui va vraiment nous rester? Parce que là, aujourd'hui, bien que ce soit pas une retraite, suffisante, si on continue avec les règles actuelles, bon, ça fait travailler tard, mais ça nous donne un revenu complémentaire, OK, avec les règles actuelles, mais bon, voilà, on sait que ça va probablement changer, pas pour le meilleur. Donc il reste un petit peu cette crainte et Et est-ce que vous avez déjà essayé, j'imagine que oui, mais est-ce que vous avez déjà fait des comme sorte de scénario de projection avec tous les mécanismes que vous avez pu mettre en place d'épargne ou peu importe, pour voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ça aussi? alors oui, on a des systèmes de projection. Après, quand même avec des hypothèses de ce qui va se passer dans le futur, voilà, qui reste très incertain, puis même, tout le contexte, politique, international et cetera, Tout est calme en ce moment, voilà. tout est calme. Bah, en gros, la stabilité, la retraite, un peu l'avenir en général, quoi. L'après-travail en fait. Ok. Tu nous as dit que tu avais 2 enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants de manière générale sur ta vision, pas forcément sur ta vision du travail, mais quelle vision tu as envie de leur donner justement à tes enfants du travail? Qu'est-ce que tu as envie de leur inculquer par rapport au travail? Bah, que c'est quelque chose, où ils peuvent s'épanouir. Bon, pour l'instant, ils sont un peu petits et Pour plus tard. oui, oui, mais il y a des fois où, enfin, ils ont déjà intégré le fait qu'on travaille, pour avoir de l'argent et que d'avoir plein de choses, ça coûte de l'argent. Donc ils ont, peut-être un peu trop à mon goût, déjà associé le fait, d'un, travail d'adulte à une, rémunération. Mais après, au-delà de ça, on essaie quand même de leur faire comprendre qu'il y a plein de métiers différents, et que, c'est important de faire un métier, où on se sente bien. Je pense pas qu'on puisse être heureux dans la vie si on n'a pas un métier, où on se sent bien, ça correspond tellement de temps, de sa vie. Donc voilà, de pas se forcer, pas se sentir contraint dans une situation d'emploi et ouais, essayer de leur faire découvrir la multitude de métiers. Bon, on n'aura jamais tout, mais voilà, qu'ils se rendent compte que les métiers artistiques, ça existe, par exemple. Que tous les gens qu'on peut croiser dans notre quotidien, ah bah ça c'est un métier, ça aussi. Et puis si tu veux, toi aussi tu peux le faire, hein. Et puis dans les histoires et tout ça aussi, Tu peux devenir le grand méchant loup. une méchante sorcière, Non mais cool, vraiment ce truc d'ouverture d'esprit et de pas d'essayer en tout cas de pas leur fermer de vision dès le plus jeune âge quoi. Enfin, après c'est difficile, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, c'est difficile de savoir ce que tu veux faire, quand tu es à l'école et cetera et donc voilà, moi j'aimais bien, les maths, j'aimais bien la physique, donc j'ai continué là-dedans, d'aller faire une école d'ingé, c'était un peu la suite logique, sans trop savoir exactement quel, métier faire.
j'ai fait un peu le schéma sociétal, quoi. Tu passes ton bac, tu fais un bac plus Mmh. 5, enfin bon, voilà. Non, je vais essayer de voir si on arrive à leur montrer la diversité de choses qu'ils peuvent faire et pas suivre un schéma imposé par la société. Si ça leur convient, tant mieux, hein. Oui, voilà, j'allais dire, tu peux leur montrer et ils peuvent être tout à fait conscients de ça, puis décider en pleine conscience de dire, bah ouais, mais en fait, c'est quand même ça que je veux faire. Ouais, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu développer un peu plus ou un sujet qu'on n'a pas abordé que tu voudrais aborder? Effectivement, le fait, de se dire que si on sent trop de pression au travail, poser aussi des questions, enfin surtout, moi j'ai eu l'occasion de faire plusieurs postes et du coup je m'apercevais aussi que j'avais un schéma personnel et pas que managérial. Donc De tomber vite sous la pression, tu veux dire? ouais, de s'apercevoir soi-même de est-ce qu'on arrive vraiment à se mettre des limites, à prendre soin de Ok. soi-même au travail et ne pas attendre que ce soit que dépendant, des collègues ou des managers. Ça tombe bien, c'est exactement le point sur lequel je finis tous les épisodes. C'est-à-dire que je prends cœur à finir tous les épisodes par un petit message de prévention pour dire que si jamais vous vous sentez mal, soit parce qu'effectivement il y a trop de pression, il y a obsession continuelle du travail, ou alors mal au ventre dès le matin en se levant parce que pas envie d'y aller, ou vraiment du mal-être profond lié au travail ou à une situation humaine au travail ou peu importe, c'est souvent très difficile, mais il faut aller chercher de l'aide. Il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu'un, que ce soit au travail justement, ou en dehors du travail, à la famille, un ami, un proche, un médecin, un professionnel, peu importe. Mais c'est très important de sortir des schémas, des cercles vicieux, de sortir en tout cas des pénibilités, puis des choses qui font qu'au quotidien on va mal, parce que comme tu le dis, il y a forcément une part, en tout cas, de travail qui est personnel pour permettre de mieux détecter ce genre de problème pour poser les limites. Toujours est-il que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut réussir aussi à demander de l'aide et à dire stop. Ouais. Donc ne pas hésiter à demander de l'aide et à dire stop si on s'en sent capable, ou à demander de l'aide pour que quelqu'un dise stop avec nous. Écoute, Manon, merci beaucoup. Ah merci à toi. C'était très très cool. J'espère que les auditeurs seront tout aussi intéressés que je l'ai été. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, ouais. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Salut, salut. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Boulot jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé notre discussion enrichissante et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion sur votre propre relation au travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître. Pour continuer la conversation, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. C'est un espace parfait pour échanger des idées, partager des expériences et poser des questions sur les sujets abordés dans le podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Blue Sky, LinkedIn et Instagram pour rester informé des prochains épisodes et des actualités autour du podcast. Toutes les infos pour me suivre sont également dans la description. Enfin, si vous avez envie d'enregistrer un épisode, des invités que vous aimeriez entendre ou encore des suggestions de sujets, faites-le moi savoir. Encore merci d'avoir écouté ce podcast, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au boulot!